on, gather around me, girls. 10, 20, 30, 25. À part la maison de ses parents, Andy n'a qu'un seul échappatoire face à ce réel qui le perturbe. Le cinéma. Dans les années 30, Hollywood vit son âge d'or. Devant la crise qui s'éternise, les Américains se réfugient en masse dans les salles obscures. À 7 ans, Andrew s'y rend très souvent. Il s'est passionné pour le cinéma, mais comme c'était normal dans les années 30, parce que c'était la période des studios. Et lui, il était fasciné par la petite fiancée de l'Amérique, Charlotte Temple. Il lui envoie un petit mot, et miracle, il reçoit un petit mot de la part de Charlotte Temple. Il l'a montré à tout le monde, il sautait de joie. Véritable fan, il est obsédé par cette petite fille, cet enfant star façonné par les studios, à l'affiche des films les plus populaires. Le cinéma était pour les enfants de sa génération la fenêtre sur le monde. Et dans ce sens-là, Hollywood avait une capacité de faire rêver dont on n'a sans doute pas une idée très claire aujourd'hui. Et c'est évidemment, pour n'importe quel adolescent, de sa condition, surtout, la vision d'un autre monde, quelque chose qu'il n'a jamais vu, qu'il n'avait jamais imaginé, qui tout d'un coup apparaît à l'écran de façon un peu magique. Les parents d'Andy comprennent qu'il n'aura pas le même avenir que ses deux frères qui travaillent déjà. Malgré leurs modestes revenus, ils parviennent, grâce à une bourse, à l'inscrire à des cours de dessin. Andrei, il ne venait pas d'une classe très aisée et n'y connaissait pas grand-chose en art. Mais il savait qu'il y avait quelque chose de spécial avec Oncle Andy et qu'il devait économiser le plus d'argent possible pour lui payer la fac. Et il allait plus loin encore, il disait « Vous serez fiers de lui un jour ». Andrei ne verra jamais son fils connaître le succès. En 1942, il meurt subitement, empoisonné par de l'eau contaminée sur un chantier. Andy a 14 ans. Très marqué, incapable de se confronter à cette mort bien réelle, il refuse de se rendre à l'enterrement. Trois ans plus tard, il fait honneur à son père et intègre cette université, le Carnegie Tech. Ici, il suit des cours d'art appliqué, de design et de graphisme. Mais rapidement, Andy attire l'attention et provoque avec ce tableau son premier scandale. Un autoportrait qu'il intitule « La femme m'a donné un visage, mais je peux me curer le nez ». Ses professeurs sont divisés. Il est même à deux doigts de se faire renvoyer. Mais Andrew s'applique et en 1949 obtient finalement son diplôme. À 21 ans, même s'il est inquiet de quitter sa mère, il comprend que s'il veut vivre de ses dessins, il doit partir. Direction la nouvelle capitale de l'art et de l'avant-garde, New York. Grâce à l'acier de Pittsburgh, la ville a vu pousser les plus hauts gratte-ciel du monde, comme l'Empire State Building. Charlie Parker ou Miles Davis jouent dans les clubs de jazz de la ville. Et Jackson Pollock, avec son expressionnisme abstrait, règne sur l'art contemporain. C'est aussi le berceau des écrivains de la Beat Generation, Jack Kerouac ou William Burroughs. Sur Times Square, Andy se retrouve devant les façades flashy des cinémas. À l'affiche, les plus grandes stars, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor ou Marlon Brando. Avec seulement $200 en poche, Warhol s'installe à Manhattan.
Il vit dans un petit studio avec un ami, le futur grand peintre Philippe Perlstein. Les deux vont à New York et vont donc vivre une petite période de bohème artistique. Ils vont passer de colocation en colocation dans un downtown new-yorkais qui n'est pas du tout celui qu'on connaît aujourd'hui. Tous ces quartiers du bas Manhattan sont des quartiers miteux, mités, pleins de cafards, pas du tout confortables, grouillants de jeunes gens tentant leur chance, mais tout le monde ne va pas réussir. Il va courir les rédactions de magazines de mode avec un carton de dessin. Il séduit immédiatement par son mélange d'élégance, parce qu'il y a de l'élégance, par son mélange de garçons un peu dégingandés, fin fluets. Il séduit donc les rédactrices en chef de Vogue, de Harper's Bazaar, des grands magazines en vogue de l'époque, notamment celle de Glamour qui lui commande tout de suite une série de dessins et il fait mouche. Dès son arrivée, Andy obtient une première commande du magazine Glamour pour une série d'articles titrés « What is Success ?» Il livre des croquis de femmes un peu fantasques. Ses dessins font sensation et les contrats publicitaires s'enchaînent. Les magasins les plus huppés de New York font appel à lui pour décorer leurs vitrines. C'est à cette époque qu'il abandonne la dernière lettre de son nom et signe maintenant ses créations Andy Warhol, un nom beaucoup plus américain. Il est maintenant un jeune graphiste à succès, quand un jour, sans se douter de quoi que ce soit, il voit sa mère, Julia, arriver chez lui. Elle est arrivée en 1952 à New York, 2 ans après lui. Elle était déterminée, elle voulait vivre avec son fils, et il était d'accord avec ça. Elle est restée 20 ans à New York s'occupant de la maison et prenant soin de lui. Et je pense que cela a été un soutien important pour mon oncle tout au long de ces années. Ça lui a donné une sécurité que personne d'autre ne pouvait lui donner. Le matin, oncle Andy et ma grand-mère, qu'on surnommait Baba, faisaient une prière avant qu'ils partent. Dans cette prière, il disait que c'était un monde dangereux et il demandait la protection de Dieu pour qu'Andy revienne sain et sauf à la maison. Étonnamment, au milieu des années 50, Andy met sa mère à contribution pour ses commandes publicitaires. C'est elle qui écrit certains textes accompagnant ses dessins, avec un style sophistiqué, tout en boucle, à la Cocteau. Elle avait cette jolie écriture, très intéressante, celle qu'avait toute personne venant d'Europe de l'Est. Mais pour les gens de New York, c'était étrange, amusant, parce que ça ne ressemblait à rien de ce qu'ils connaissaient. Les directeurs artistiques l'aimaient. Tous ses clients l'aimaient. Et rapidement, elle faisait des œuvres entières sous le nom de Warhol. Elle a même gagné 2 prix professionnels. Pendant 10 ans, durant les années 50, le travail d'Andy Warhol accompagne l'éclosion de la société de consommation. Bardé de prix, admiré par ses pairs, il est maintenant un homme riche, un fils d'immigrés, né pauvre, qui a pris sa revanche sur la vie. En 1960, il achète cette maison, 4 étages, dans le quartier le plus huppé de la ville, l'Upper East Side, près de Central Park. Comme toujours, sa mère le suit pour s'installer au rez-de-chaussée. Andy, lui, se met à peindre. Sa fortune est faite, alors il se permet des projets personnels et commence à refuser les commandes publicitaires. Il crée pour lui, tente des choses.
À l'époque, ses neveux débarquent régulièrement de Pittsburgh pour le voir. Des années plus tard, James Warola, devenu illustrateur, imaginera cette bande dessinée. Des souvenirs d'enfant de ses visites chez son oncle et de sa découverte des toutes premières œuvres d'Andy Warhol. C'était un espace merveilleux pour les enfants. Et beaucoup de souvenirs viennent de nos visites chez lui, à New York, dans cette maison. On se souvient quand il faisait ses premières boîtes de soupe. Elles ressemblaient plus à de la publicité qu'à de l'art. Mais il les faisait bien. Il peignait tout à la main. On savait qu'il fallait du talent et on aimait le regarder faire. Il commençait à 10 heures du matin. Il était occupé toute la journée à peindre en écoutant de la musique. Un jour, il s'est rendu compte que mon frère et moi, nous étions de bons travailleurs. Et il nous a fait tendre des toiles sur cadre. On était fiers de l'aider à tendre des toiles à la maison. Il était très précis sur la façon dont il voulait qu'on le fasse, et nous en étions capables. J'avais 7 ans et mon frère 9 ans. C'était à l'époque les peintures des nombres, les pas de danse ou les dollars. On l'aidait à tendre ses toiles et c'était exaltant. Les peintures s'entassent dans l'étroite maison. Andy y condense toutes ses influences. Tout ce qui a forgé son regard si lucide sur son époque. Le dollar et la soupe Campbell deviennent des icônes quasi religieuses du quotidien. Ma mère était très directe avec mon oncle. Elle ne pensait pas que c'était de l'art. Elle ne le prenait donc pas très au sérieux. Et elle lui disait « Pourquoi tu ne balances pas tout ça ?» Il répondait toujours « C'est important, et un jour, ça vaudra beaucoup d'argent. » C'était un des principes de mon oncle. Tout peut être de l'art, quel que soit le sujet et le médium utilisé. Tout pouvait être de l'art. Je pense que c'était très important pour lui, et cela a donné naissance à ses premières œuvres pop. En 1962, il se prend d'affection pour une technique mécanique d'impression sur toile qui lui permet une reproduction infinie de ses œuvres, la photosérigraphie, un moyen provocateur de transformer sa création en production. Si le monde traditionnel de l'art trouve ça choquant, il s'ouvre tout de même les portes de certains cercles mondains et décadents. C'est à ce moment-là qu'il rencontre Émile de Antonio, une sorte d'agent artistique réputé pour son intuition. Une rencontre décisive pour la carrière artistique de Warhol. Warhol travaille d'arrache-pied et un jour présente deux toiles à Émile de Antonio, qui est très connu dans le milieu, comme une espèce de consultant en fait, de nez. Il lui montre d'abord une toile qui représente une bouteille de coca façon abstraction lyrique, c'est-à-dire donc avec beaucoup de sentiments, donc des dégoulinures, de la gestualité picturale, de l'expression du peintre et de la peinture. Et à côté, il lui présente une autre représentation peinte, mais sans gestualité, sans dégoulinure, d'une bouteille de coca. Et Émile de Antonio lui dit, c'est ça, cette espèce de pureté d'identification au modèle et sans commentaire. Le pop, c'est le sans commentaire. Sa proposition, c'est de produire, c'est d'être dans un système de production, c'est d'explorer la réalité de la quantité, fabriquer en grande série une image unique. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans un contexte où on est complètement submergé par les images. Plus on regarde quelque chose, et moins elle signifie. Dès 1962, la critique s'emballe.
Les peintures de boîtes de soupe Campbell sont même surnommées la Joconde des temps modernes. Warhol a compris que le pop est l'art du factuel, l'art du présent. La consommation et le spectacle sont les nouvelles religions du XXe siècle. Pour réussir à se débarrasser de sa gestualité maniérée, il fallait qu'il se décervelle. Il fallait qu'il se mette hors de lui, c'est-à-dire hors de sa sensibilité, et devenir une machine, parce que c'est ça, en fait, le projet de Warhol. C'est ni un projet marketing, ça n'est pas une pose, c'est véritablement un objectif artistique, inventer une forme. À la fin de 1962, le pop art américain est né et baptisé. Preuve de cette gloire fulgurante, presque toutes les œuvres de Warhol trouvent acquéreur lors de son exposition personnelle à la Stable Gallery, l'une des galeries les plus en vue de New York. Hanté par l'esthétique des médias de masse, Warhol est compulsif. Il consomme et collectionne le maximum de journaux. Le 4 juin 1962, il tombe sur une couverture qui annonce 129 morts dans un accident d'avion. D'une ironie mordante, il en fait un immense tableau de plus de 2 mètres, détournant ainsi l'imagerie morbide de la presse. Pour Warhol, en tout cas, témoin du développement des médias à grande échelle, il est bien évident que cette exploitation de la mort a un caractère presque insoutenable et crucial, révélateur d'une structuration de la société qui passe par une exploitation rarement délicate de la mort. C'est un des traits saillants du monde dans lequel il se trouve, au même titre que la beauté éthérée de Marilyn. Là, encore une fois, on ne peut pas séparer les deux. Je rappelle d'ailleurs que la décision de peindre Marilyn est prise le jour où il apprend son suicide. Des célébrités mortes brutalement, des accidents de voiture, des attentats racistes. L'art d'Andy Warhol est tout sauf inoffensif. La peinture est commémorative chez Warhol aussi. Elle est une commémoration de ce qui a disparu à jamais. Elle est une façon, comme dans toute tradition classique, de conserver, de préserver l'image de l'absent. Et les accidents de voiture sont d'autant plus pathétiques que ce sont les images de gens qu'on ne connaît pas, que ce sont les images d'anonymes, mais qui montrent bien un très haut niveau de densité critique, à quel point l'image de la mort reste une question centrale, non seulement du point de vue socio-philosophique, mais aussi du point de vue esthétique. Cette série dévoile la chaise électrique de la prison de Sing Sing. Un trône nu et brutal. Symbole violent d'une société où mort et spectacle s'entremêlent.